Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière capsule avant l'élection présidentielle américaine. Nous avons beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Vous m'excuserez si la capsule est un peu plus longue que d'habitude, mais sans plus tarder, lançons-nous dans le feu de l'action. Je compte faire ma prédiction aujourd'hui à la suite de cette analyse que je vais vous présenter à l'instant. Alors on commence par le point de départ qui est le Real Clear Politics No Toss-Up Map qui est peut-être l'un des meilleurs prédicteurs, compte tenu que Real Clear Politics Average avait une excellente approximation du vote la dernière fois. Alors, pourquoi on appelle ça no toss-up, ça veut dire qu'on ne peut pas dire c'est trop serré, on se mouille, on y va d'une prédiction, comme nous allons le faire aujourd'hui. Et voilà, alors on est ici, on regarde cette carte, on voit que cet agrégateur crédible prédit la victoire de M. Trump au collège électoral. Vous remarquerez, et j'attire votre attention sur ce fait, qu'on donne la Pennsylvanie à M. Trump. Je crois que c'est une erreur, simplement parce que les sondages sont en avance présentement, montrent une avance de M. Trump. On peut le regarder ici, qui mène en Pennsylvanie. Selon 538, on donne M. Trump légèrement vainqueur, mais comme vous avez été nombreux à me le souligner après la dernière capsule, il y a eu une espèce d'inondation de sondages favorables à Trump qui sont venus perturber les moyennes de sondages et il faut tenir compte de ça quand on regarde que la moyenne favorise M. Trump. Ceci dit, il y a des données beaucoup plus importantes et intéressantes qui vont nous permettre d'y aller d'une prédiction. Et c'est un peu ce que je compte faire aujourd'hui. Mais je tiens à vous dire, nous sommes dans un moment, à moins d'une semaine du vote, où les sondages ne veulent plus dire grand-chose. Je vais simplement vous montrer Pennsylvanie plus 1,4 %, dit-on. Caroline du Nord, 1,2 %. Les États, vous commencez à les connaître. L'Arizona, 2,2 %, quand même très significatif l'Arizona. En Georgie, 1,8 %, presque 2 %, encore une fois assez significatif. On regarde le Wisconsin, 0,7 %. On regarde le Michigan, 1,1 %. Et on regarde la fameuse Pennsylvanie, comme on l'avait fait juste avant. Et on voit 0,4 %. Mais vous allez voir que maintenant, ce n'est plus tellement une question de statistiques, probabilité basée sur des sondages, mais c'est le temps de faire appel à mon expérience comme organisateur politique et étudiant de la vie politique depuis longtemps. Et on va plutôt se parler de choses que quelqu'un comme moi remarque qui viennent nous aider à prédire le résultat de l'élection quand c'est rendu trop près pour être capable de le mesurer adéquatement. Une des premières choses à considérer, c'est, donc on va considérer le fait qu'il y a énormément de républicains qui appuient Mme Harris et qui créent chez les supporters de ces figures républicaines la structure de permission pour aller voter pour Harris. Votez pour Harris et vous ne serez pas une traîtresse, vous serez toujours républicaine. Le plus récent est M. Arnold Schwarzenegger, que vous connaissez tous et toutes. Donc, il a dit c'est pas vraiment mon genre d'endosser, mais j'endosse Mme Harris. Barbara Pierce Bush, qui est la fille de George Bush fils. On s'entend que c'est quelqu'un de connu, George Bush. M. Dick Cheney et Mme Liz Cheney. Jimmy McCain, le fils de John McCain. On a des centaines, 230 personnes qui ont été embauchées par la Maison-Blanche de Ronald Reagan, Herbert Walker Bush, là, le père de George Bush et George Bush fils, qui ont tous endossé Mme Harris et une écrasante majorité des membres du staff de M. Trump, donc 41 des 44, je crois, responsables seniors de la Maison-Blanche ont appuyé Mme Harris. Donc, c'est plutôt l'exception des gens qui ont travaillé pour Trump dans sa capacité de président qui le soutiennent toujours. On a Anthony Scaramucci, le directeur des communications, Cassidy Hutchinson. On a 30 anciens élus républicains, ainsi de suite. Donc, c'est énormément de républicains. Chaque jour, il en sort des nouveaux. On a des maires dans des villes critiques au Wisconsin, par exemple. Donc, ça, c'est un facteur qui va vraiment faire très, très, très mal à M. Trump. Et c'est certain que quand on est dans une élection extrêmement serrée, quand on perd beaucoup d'appui de son propre côté, M. Trump, il va pas nécessairement chercher beaucoup de gens nouveaux et il compte beaucoup sur sa base.
et que sa base reste plus ou moins intacte. Alors, on voit que sa base fait plus que s'effriter. Là, on peut parler de dislocation. Là. Alors, c'est très, très, très sérieux, tous ces républicains. Vous avez certainement vu, puisque vous suivez la chaîne, le grand rallye à New York de M. Trump, au cours duquel un comédien a dit je ne sais pas si vous savez, on vit dans une époque où il y a une immense île flottante pleine de déchets en plein milieu de l'océan. Oui, je crois qu'on l'appelle Porto Rico. Alors, ça ne s'est pas du tout bien passé. Ça a complètement gâché cet événement pour les républicains qui ont passé le reste du temps depuis cet événement qui était supposé être le point d'orgue de leur campagne à se défendre et justifier pourquoi est-ce que c'était acceptable d'avoir amené quelqu'un qui dirait ça. Ils ont confirmé que les textes de tout le monde avaient été approuvés et qu'on lui avait demandé de retirer certains contenus. Alors imaginez, c'est les contenus qui avaient passé. Quel contenu est-ce qu'ils ont bien dû vouloir enlever? Mais en enlevant du contenu, ça veut dire qu'on acceptait le reste. Puis là, je ne vous parle même pas, il y en avait des pires encore, des commentaires que cet humoriste-là a fait sur les Latinos, que je ne peux même pas dire à cause des règles de YouTube. Là, c'était vraiment grossier. Donc, très sérieux du point de vue du momentum, là, alors que c'était supposé être le point d'orgue. Alors, ils passent leur temps à se défendre. Par la suite, M. Biden a tenu des propos controversés en disant les seuls déchets que je vois sont ceux, et là, à cause de la façon dont ça se prononce en anglais, c'était les seuls déchets que je vois sont ceux laissés par ses supporters, en parlant des blagues faites par ce comédien, ou ses supporters, parce que the only trash I see is his supporters. Alors, à l'oral, on ne peut pas attendre si c'est supporter apostrophe S ou supporters sans apostrophe, et ça change complètement le sens de la phrase. Il faut dire que c'est très, très peu comme Biden de référer à 50 millions de personnes, 70 millions de personnes comme étant des déchets. On a tendance à lui donner le bénéfice du doute. Mais là, Trump, ça lui permettait de jouer son rôle préféré, c'est-à-dire celui de la victime, a décidé d'aller faire ce stunt avec un camion de poubelle. Donc, s'habiller. On voit ici d'ailleurs un peu de difficulté à monter. Je ne sais pas si vous le voyez. Et 78 ans, M. Trump, c'est pas nécessairement facile. Alors là, voilà, il monte à bord du camion et il dit les choses que Trump dit d'habitude. Là, vous le connaissez. Alors, quand même spécial que M. Trump choisisse de s'habiller en éboueur avec un camion de vidange. Je vous rappelle, là, on le voit ici sur le camion de vidange. Trump 2024, camion de vidange, attirant encore plus l'attention sur ce qui s'était passé. Donc, on voit Trump dans la dernière semaine dire « Je suis le contraire de nazi, je ne suis pas un nazi ». Je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est pas rassurant, c'est pas une bonne façon de faire de la politique. Je tiens à vous dire, regardez la Pennsylvanie, là, vous allez voir pourquoi je ne la donne pas à M. Trump, la Pennsylvanie. La dernière fois, voici le score, c'est peut-être écrit un peu petit. Alors, on a gagné du côté de M. Biden par 80 000 votes. 80 300 votes. La Pennsylvanie. Et regardez ici, la population latino éligible à voter, 600 000 en Pennsylvanie et 470 000 portoricains en Pennsylvanie. Alors que tout se joue dans un mouchoir de poche, alors que tout est serré, alors que tout compte, cette population, c'est évidemment mobilisée. Alors, sur TikTok, plusieurs vidéos sont devenues viraux de latinos, de portoricains qui disent c'est fini, M. Trump. Il y a même une célébrité portoricaine qui avait endossé Trump qui l'a désendossé. C'est à une semaine du vote, le genre de choses. C'est très difficile de percer à une semaine du vote à travers le bruit là, des annonces et tout ça, mais c'est le genre de choses qui, oui, percent à travers le bruit, va chercher une population particulière. Donc, très, 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 très mauvais pour Trump. Si je continue. On ajoute à ça que M. Trump a beaucoup de difficultés à remplir des stades et quand il remplit des stades, on a constamment des images de gens qui quittent pendant qu'ils parlent. Alors, il y a ici une étude qui a été faite à Newsweek. On a simplement fait la moyenne du nombre de personnes
M. Trump avait une moyenne jusqu'à mi-août, là, ça s'est amplifié depuis la mi-août, c'est encore pire depuis la mi-août, mais on va dire de juillet à la mi-août, 5600 personnes en moyenne, alors que Kamala Harris, 13 400, plus du double. Alors, on parle de 150% plus. Et je vous le dis, ça n'a fait que empirer ce phénomène. On a régulièrement des images de stades pratiquement déserts du côté de M. Trump. Alors, vous direz ce que vous voudrez, mais en 2016, quand M. Trump a gagné, il remplissait des stades, contrairement à Mme Clinton. M. Sanders remplissait des stades, M. Trump remplissait des stades, Mme Clinton ne remplissait pas des stades. C'est très difficile pour elle de le faire. Et c'était quand même un bon indicateur. Alors, encore une fois, je suis ici pour vous dire qu'est-ce que moi, comme féru de politique et aussi quelqu'un qui connaît relativement bien les dessous de la politique, en plus de la théorie, le genre de signaux qui m'indiquent que ça ne va pas tellement bien pour M. Trump. J'ai oublié de vous mentionner que Monsieur Alan Lichtman est son modèle des clés. J'ai un peu envie de prendre juste une pause pour aller chercher ce document. Je vais aller chercher à l'instant. Donnez-moi un petit instant. Alors, merci de votre patience. Simplement, je ne crois pas qu'on va refaire le modèle des clés parce que c'est trop long. Cette vidéo est déjà destinée à être relativement long. Je vais simplement me limiter à vous rappeler que M. Alan Lichtman il a élaboré le modèle des 13 clés qui a servi à prédire correctement toutes les élections depuis qu'il a commencé à utiliser le modèle en 1980, à l'exception de Bush contre Gore, qu'on sait qu'il y a eu une intervention de la Cour suprême pour empêcher le recomptage. Donc, je ne retiens pas cette élection contre lui. Donc, ça veut dire que 100% des élections pour lesquelles la Cour suprême n'a pas été, impliquée à traficoter un peu le résultat, ont été prédits correctement par ce modèle. M. Lichtman non seulement prédit une victoire de Mme Harris, mais il est très confiant qu'elle va l'emporter et il prédit qu'il pourrait même y avoir une victoire plus grande que prévue pour Mme Harris. Donc, ça vaut quand même la peine d'être mentionné. Je vous ai parlé de la taille des foules. OK. Un autre sujet. Je voulais vous mentionner ceci. C'est quelque chose qu'il va falloir que vous me fassiez un peu confiance là-dessus. Comme organisateur politique, je suis d'assez près ce genre de déclarations de gens qui font des organisations, l'organisation terrain, qui vont cogner aux portes, qui font des téléphones. Alors, le contact avec le terrain, les gens sur le terrain dans la réalité, c'est souvent un des meilleurs indicateurs. Les meilleurs partis, les partis les plus organisés, souvent savent avant la fin du comptage, avant même la fin de l'élection, qui va l'emporter parce qu'ils ont tellement parlé à des gens. On parle de 1 million de portes, exemple au Wisconsin ou quelque chose comme ça, là, des chiffres astronomiques. Donc, ils savent, les gens leur disent, ou ils sont capables de deviner. Et ce qu'on entend beaucoup, là, c'est ça, c'est juste un exemple que je vous montre, mais il y a beaucoup d'exemples de gens qui disent on s'en va dans des endroits, on s'attend à voir des opposants, on a des gens qui nous appuient, on s'en va vers des gens qui nous appuient mollement, ils nous appuient durement, on s'en va voir des gens qui sont supposés nous appuyer et ont déjà voté. Donc, toute l'échelle est déplacée de notre côté. Et la citation que j'ai mis en exergue ici, c'est on pense que ça va être très serré, mais on est très confiant que nous sommes sur le chemin de la victoire. Alors ça, c'est le genre de choses que moi, je tiens en ligne de compte. Vous n'êtes pas obligé d'en tenir en ligne de compte. Évidemment que ça peut être de la propagande, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais j'en ai trop vu de ça pour l'ignorer complètement. Évidemment, je ne me base pas là-dessus pour faire ma prédiction, mais je vous montre tous les éléments de ma réflexion. Ensuite, il y a cette année plusieurs, mais vraiment plusieurs mesures dans 10 États, il y a des référendums sur le droit à l'avortement. C'est des situations dans lesquelles on voit souvent, depuis la décision Dobbs qui a aboli les droits des femmes au niveau fédéral, qui a redonné aux États le droit d'interdire et ce que les États ont fait. Alors, dans 10 États, dont l'Arizona et le Nevada, et le Montana et la Floride, Montana et la Floride, ce sont des courses très serrées au niveau du Sénat. Arizona et Nevada, des courses beaucoup plus serrées au niveau de la présidence. Donc, ça va faire sortir le vote beaucoup. Puis c'est juste une indication,
du fait que l'avortement est vraiment un des enjeux les plus importants, si ce n'est l'enjeu le plus important. D'ailleurs, depuis 2 semaines, Mme Harris ne fait pratiquement campagne que sur ce point, parce qu'elle sait que c'est un point gagnant. Alors, un autre facteur qui va faire beaucoup augmenter la participation, et en particulier la participation des femmes, et qui témoigne de la situation difficile pour les républicains. Mon point le plus important, cher auditoire, c'est que nous n'avons plus besoin de sondage parce que le vote est commencé. Est-ce que le vote est commencé, chers auditeurs, et 5% de la population est éligible à voter? Auquel cas, c'est pas vraiment important, puis c'est comme un sondage avec un faible échantillon. Non. Regardez ce chiffre. 59 millions d'Américains ont voté. C'est un chiffre qui se met à jour, alors je vous conseille d'aller voir ça. NBC News Politics. Vous avez Early Vote. Alors, 59 800 000 personnes ont déjà voté. Alors, pour référence, la dernière élection, voici le nombre de personnes qui ont voté, 158 millions. Hein? Turnout, là c'est Voting Age, Population Voting Eligible, donc 158 millions de personnes ont voté la dernière fois, ce qui était une forte augmentation par rapport à l'année précédente. On a même vu que certaines années, moins de gens peuvent voter que l'année précédente, mais évidemment la population augmente. Alors 158 millions, je vous ramène ce chiffre astronomique de 60 millions de personnes. Alors, on a plus que le tiers des votes déjà entrés et nous avons de l'information sur ces votes. Je vais y revenir. Je vais simplement vous montrer ceci. J'ai trouvé ce tableau inutilement compliqué. Je tiens juste à vous dire que dans les États pivots, l'avantage de Harris sur Trump au niveau des femmes versus les hommes est littéralement l'inverse. Donc, women, men, etc. Donc, énorme avantage de Mme Harris avec les femmes, énorme avantage de M. Trump, et il s'annule pratiquement un peu partout où on regarde, c'est à peu près le même écart. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est presque du 2 pour 1. Alors, c'est pour mieux estimer la situation que ça va vous aider à savoir s'il y a plus de femmes qui ont voté dans un État, il y a des fortes chances que Mme Harris soit en avance, et si c'est le contraire, eh bien, le contraire. Alors, si on va voir cette carte, ça, c'est une carte des États-Unis, vous ne le voyez peut-être pas, mais ça a vaguement la forme d'une carte typique américaine. Alors, laissez-moi éliminer tout sauf les États pivots. Alors, je vais vous montrer la Pennsylvanie. Je commence avec celui-ci parce que c'est le cas le plus extrême, OK? Mais il faut que ça vous rentre dans la tête, là. Regardez la situation ici. 58%. Et aux États-Unis, on s'enregistre, là. On s'enregistre comme électeur. Alors, dans plusieurs États, est-ce que je suis un démocrate enregistré, un républicain enregistré ou un indépendant enregistré? Pourquoi est-ce qu'on pose cette question-là? Parce que pour pouvoir voter dans certaines primaires, pour pouvoir voter dans des investitures, il faut être membre ou il faut être enregistré. Alors, c'est pour ça qu'ils ont cette drôle de tradition aux États-Unis. Donc, regardez à date la quantité de gens qui ont voté. 58% des gens qui ont voté en Pennsylvanie sont démocrates contre 32 républicains. Et ce n'est pas une fatalité. On regarde en Arizona, c'est le contraire. Il y a plus de républicains qui ont voté que de démocrates en Arizona. Au Nevada, plus de républicains que de démocrates. Donc, c'est des États là, qui, on peut dire que ça ne se passe pas particulièrement bien pour les démocrates. Même chose, républicains en avance ici. En Caroline du Nord, pratiquement l'égalité. Donc, c'est très significatif que la Pennsylvanie ici, on a un immense avantage du côté démocrate, mais ce n'est pas tout. On regarde du côté du Michigan, avantage démocrate. On regarde du côté du Wisconsin, avantage démocrate, vraiment significatif. Et j'ai une autre donnée pour vous, qui est ici, le vote des femmes. Le vote des femmes. Alors, le vote des femmes est en mauve, le vote des hommes est en rose. Et on voit qu'en Arizona, il y a quand même 5% de femmes de plus qui ont voté que d'hommes. Au Nevada, c'est plutôt le contraire. Il y a quelques hommes de plus qui ont voté au Nevada. Je ne peux pas prédire une victoire des démocrates au Nevada, même si historiquement et politiquement, ils ont beaucoup d'appui au Nevada. Pour cette raison, on voit simplement que les hommes ont voté plus que les femmes et les républicains ont voté plus que les démocrates. On va s'en parler sur la carte électorale. En Caroline du Nord, vous voyez, il y avait un avantage républicain, mais les femmes, 55-44, gros avantage pour les femmes ici. Même chose en Géorgie, ça avait l'air d'être extrêmement pro-républicain, mais gros avantage ici en Géorgie.
Regardez la Pennsylvanie, 56-43. Alors, beaucoup plus de femmes ont voté à date. Et vous ne pouvez pas simplement vous dire, mais rendu le jour de l'élection, les hommes vont sortir voter en masse. Bien, peut-être, mais regardez, il y a un avantage dans d'autres États. Alors, c'était pas une fatalité que ça soit le cas. Donc, c'est très significatif qu'il y ait autant de femmes. Wisconsin, 51-43. Alors, ici, il y a un avantage femmes-hommes. Il y a un avantage démocrate-républicain au Wisconsin, très marqué que c'est pas quelque chose que les sondages peuvent attraper. Encore une fois, il y a plus du tiers du vote d'entrée, là. Alors, pour renverser la tendance, il ne suffit pas qu'il y ait une tendance inverse le jour du vote. Il faut qu'elle soit aussi forte proportionnellement, ou en tout cas, peut-être pas aussi forte vu qu'un tiers versus 2 tiers. Donc, mais il faut qu'il y ait une très forte avantage, inverse le jour du vote. Et c'est improbable parce que cette tendance-là a plus de chances de se perpétuer que de se renverser. Parce que, comme on voit dans d'autres États, il n'y a pas cette tendance. Même chose du côté du Michigan, 10%, puis on avait un gros avantage aussi républicain, démocrate. Alors, 47 versus 42, on va dire, c'est quand même serré, mais ici, là, 55-45, c'est pas si serré que ça. Alors, c'est la raison pour laquelle les États du Rust Belt, je n'ai d'autre choix que de les prédire dans la colonne démocrate. La Caroline du Nord, un gros peut-être. La Géorgie, un gros peut-être. Encore une fois, gros avantage de femmes ici. L'Arizona, les femmes votent plus. Une surprise pourrait arriver ici, même si c'est plus de républicains qui votent que de démocrates. Nevada, je vais vraiment le prédire aux républicains. Où est-ce que ça nous laisse? Et quand on se dirige ici vers cette carte, et vous commencez à être habitué maintenant, je vous rappelle qu'on ne se présente pas à la présidence aux États-Unis, au fédéral. On se présente à la présidence dans 50 États et notre score final n'est pas un reflet de notre score électoral en termes de pourcentage du vote. C'est plutôt la totalité des votes des grands électeurs. Alors, si on remporte un État par un vote, on remporte tous les grands électeurs. Et si on l'emporte par plusieurs millions de votes, comme ça va être le cas en Californie pour les démocrates, eh bien, on remporte quand même seulement que les grands électeurs. Donc, il n'y a pas vraiment un effet compensatoire. Si un État est très, très serré, mais on l'emporte de justesse, on a tous les votes. Et ça va avoir des conséquences fort lourdes. Je vous épargne des États qui ne sont pas serrés du tout. Et comme je fais d'habitude, Wyoming, Dakota du Nord, du Sud, le Nebraska, qui a un district à Omaha qui va voter démocrate. Et on va avoir un même phénomène du côté du Maine qui va le compenser. Le Colorado, le Nouveau-Mexique. Le Texas n'est pas serré. L'Oklahoma, le Kansas, Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas, Louisiane, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, Illinois, Indiana, Ohio, Virginie occidentale, Virginie, Caroline du Sud, Floride, Pennsylvanie, c'est pas pour tout de suite, New Jersey, Maryland, Connecticut, Massachusetts, l'État de New York, le Rhode Island, j'ai dit Massachusetts tantôt, c'était Vermont, Nouveau-Hampshire, Maine. Comme j'ai dit, le Maine a un district qui va voter républicain, pardon. Et on nous laisse avec cette carte avec laquelle vous êtes maintenant familier. C'était la carte des États pivots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a bel et bien 7. Alors, si on voit, j'avais du mal à voir le score. Je ne sais pas si vous le voyez, laissez-moi m'assurer. Vous le voyez. Alors, parlons-en. Il s'agit de 226 démocrates contre 219 républicains. J'ai envie d'un peu couper court à toute la conversation, mais passons par ce que j'ai déjà dit. J'accorde le Nevada aux républicains. L'Arizona, la Géorgie et la Caroline du Nord, il y a un point d'interrogation parce que même s'il y a beaucoup de votes républicains qui est sorti par rapport au vote démocrate, il y a aussi beaucoup de votes de femmes qui est sorti par rapport aux hommes. Mais vous allez voir que cette conversation n'a pas lieu d'être. Je vais retourner dans la carte que nous avons vue. La Pennsylvanie, je tiens à ce que vous voyez, 56-43 femmes-hommes. Okay? Énorme avantage. Et ici, encore plus prohibitif est l'avantage des démocrates qui ont déjà voté. Je vous ai rappelé la crise avec les Portoricains, qui sont presque 1 demi-million de personnes dans un État qui n'a pas beaucoup d'électeurs tant que ça.
pourrait très bien faire pencher la balance. On ajoute tous ces facteurs ensemble et on a un call, de ma part, une prédiction. La Pennsylvanie va à Mme Harris, selon moi, dans l'état actuel des choses. Le Michigan va être très serré, mais on a déjà un avantage de 5% du côté des votes démocrates qui sont déjà sortis. Et c'est complémenté par une avance de 10 points des femmes au niveau du Michigan. Ils ont une gouverneure au Michigan, donc c'est toujours des situations qui sont à l'avantage du parti qui peut compter sur le gouverneur. Le Michigan, je le prédis pour Mme Harris, ainsi que le Wisconsin. J'ai entendu dire, j'ai pas réussi à trouver la source, que l'équipe de Trump prédise qu'ils vont gagner tous les États pivots sauf le Wisconsin. Le Wisconsin, c'est selon moi l'État le plus serré qui pourrait bien faire balancer l'élection. Ça fait plusieurs élections consécutives que le Wisconsin peut faire balancer l'élection, que c'est extrêmement serré. Ils ont des courses au national, ils ont des courses à la Cour suprême, ils ont des courses au niveau de l'État. C'est toujours extrêmement serré. Présentement, il y a un avantage significatif au niveau du nombre de femmes qui ont voté et au niveau des démocrates versus les républicains, pratiquement 50% de plus. Alors, beaucoup de travail à faire du côté républicain. On n'est pas nécessairement convaincu que ça va revenir. Alors, moi, le Wisconsin, je le donne à Mme Harris et vous remarquerez qu'on atteint le chiffre magique de 270, qui est le chiffre nécessaire pour gagner l'élection. Alors, pas besoin de vraiment savoir ce qui va se passer dans les Sunbelt States parce que ça ne changera rien. Par contre, si la tendance qu'on avait observée ici en Arizona avec plus de républicains et quelques femmes de plus, peut-être que ce ne sera pas suffisant pour l'emporter. On revient ici, on donne l'Arizona aux républicains. On regarde la Caroline du Nord, très gros avantage de femmes et une égalité statistique au niveau des partis. Donc, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que la Caroline du Nord pourrait basculer du côté démocrate. La Géorgie, immense avantage au niveau des femmes et presque une très courte avance des républicains. Alors, il ne serait pas impossible du tout que la Caroline du Nord et la Géorgie tombent démocrates et qu'on ait ce score final du côté de la carte favoriserait Mme Harris par un bon score. Par contre, si ça devait être un mirage et ça n'arrivait pas et qu'on arrivait avec cette carte finale 270 à 268, ce qui n'est pas du tout impossible, nous avons beaucoup de chances de nous retrouver en crise constitutionnelle. Parce que tout ce que les républicains ont besoin, c'est que ce siège ici, ce petit point au Nebraska, dans la région de Omaha, bascule. Là, j'ai dit 3, mais c'était une erreur. C'était Nebraska District 2. Donc, si ça devait arriver et que le Nebraska District changeait et devenait rouge, nous aurions, je ne sais pas pourquoi que je pense que j'ai fait une erreur au niveau du Nebraska. Là, je l'ai mis rouge, mais je l'ai mis bleu, mais c'était rouge. Alors, si ça devait changer, voilà, nous aurions une égalité au niveau du collège électoral. Nous aurions une crise constitutionnelle sur les bras. Parce que, comme j'ai déjà expliqué dans une autre capsule, nous, ça retournera à la chambre fraîchement élue. Il y a toutes sortes de dramas qui pourraient arriver. Je ne crois pas que ça va être le cas. C'est pas nécessairement là, mais s'ils décident qu'au Wisconsin, c'était trop serré, ça se pouvait pas. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est un État où il y a quelque chose à laquelle se raccrocher pour pouvoir se lancer dans leur espèce de déni électoral qui a été si grave la dernière fois. Alors, il n'est pas impossible que le soir des élections, aucun de ces résultats ne soit rendu officiel et que nous devions attendre et que la tension monte et que si on arrive avec cette carte électorale à la fin qui n'est pas impossible, mais selon moi n'est pas nécessairement le scénario le plus probable. J'ai plutôt l'impression qu'un des Sunbelt va aussi basculer pour Mme Harris. Alors, on se retrouvera probablement en crise constitutionnelle. Donc, c'est pas comme si l'élection termine le processus. J'ai l'impression qu'il commence un autre processus. J'en profite pour vous inviter à vous syntoniser le soir des élections le 5 novembre. Mardi le 5 novembre. Nous allons faire un live et disséquer tous ces résultats en direct. Et on va voir si les femmes qui sont sorties voter d'avance votaient bel et bien en majorité pour Harris et inversement. On va voir si les tendances se sont concrétisées. On va voir quel sondeur a réussi à faire les meilleures prédictions. Mais pour l'instant, si je prends la carte électorale pour en faire ma prédiction finale, j'ai l'impression que je vais en prendre un au hasard parce qu'ils valent la même quantité de points. Je pense que le score final va être 286 pour Mme Harris et 252 pour M. Trump.
ça va être la Georgie ou la Caroline du Nord qui va basculer. Tout le reste va probablement être le long de cette carte électorale-ci. On va la laisser pour le plaisir de la chose lors de notre live et on pourra comparer par la suite, voir à quel point je me suis trompé. Je n'ai pas nécessairement une force prédictive hallucinante. J'ai juste une certaine rationalité puis des raisons de soutenir le point que je fais. Alors voilà, j'ai l'impression d'en avoir vu assez pour faire cette prédiction. J'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que vous allez en penser. Vous me laisserez vos commentaires dans le chat, bien sûr. Soyez respectueux ou ne le soyez pas. Moi, ça ne fait pas d'effet dans ma vie. Je me suis fait traiter déjà tous les noms d'oiseaux. Il n'y a rien qui va m'impacter, mais ça serait quand même bien qu'on ait une discussion civile. La plupart du temps, on y arrive. Alors, chers amis, je vous donne rendez-vous mardi, le 5 novembre, ici, lors d'un live. Ma prédiction officielle, une victoire de Mme Harris au point, là, comme on peut dire, ça va être serré. Une victoire serrée, mais une victoire quand même. Et peut-être que je me trompe, peut-être que vous vous trompez aussi. J'espère qu'il y en a parmi vous qui sont ouverts à la possibilité de se tromper. Alors, voilà. Je suis bien content d'avoir pu vous voir une dernière fois avant l'élection. Partagez la chaîne avec qui veut voir des résultats tomber en direct mardi. Et sur ce, sans plus attendre, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.